il y a 2 ans, 3 ans, Le Monde titrait Gonzalez a sauvé le 104 et il est avec nous ce sera le prochain témoin. José Manuel Gonzalez dirige le 104, vous savez, ce lieu magique absolument incroyable où vous pouvez à la fois faire votre marché, faire du bricolage, faire du tai chi le dimanche matin, assister à des grandes expositions, des grands spectacles. Il est également co-directeur spectacle et culture du Grand Paris. Il travaille donc à la fois à l'échelle locale et à l'échelle régionale. Je vous invite à accueillir José Manuel Gonzalez. Bonjour à tous. Je vais prendre juste le temps de prendre la mesure de l'espace dans lequel je me trouve. C'est assez impressionnant. Alors, j'ai pris quelques notes, et c'est pas pour faire contemporain, c'est que j'ai été obligé de réécrire toutes mes notes ce matin puisque j'ai perdu mes documents, donc je n'avais plus que ma tablette. Voilà. Alors, il m'a été demandé de faire un rapide rappel de ma trajectoire, peut-être pour expliquer là où nous en sommes aujourd'hui et là où se trouve aujourd'hui le 104. Je suis venu au monde de la culture en tant que professionnel en 82 à la faveur d'une coïncidence et d'un hasard complet. J'étais à l'époque jeune tennisman et professeur de tennis, et donc je faisais un peu l'actualité du journal local qui s'appelait Le Progrès. Et dans le même temps, il y avait un programme de réhabilitation d'un quartier en déshérence, un quartier de la Batellerie, et qui voulait absolument ouvrir ce quartier sur la ville et souhaitait notamment s'appuyer beaucoup sur les difficultés que rencontraient les jeunes pour connecter la ville à ce quartier. Et donc le maire, par je ne sais quelle élucubration intellectuelle, constatant que j'étais plutôt un assez bon pédagogue auprès de ce qui ne s'appelait pas encore les Jones, m'a proposé de venir lui donner un coup de main. Je n'y connaissais strictement rien. J'avais uniquement, encore une fois, comme bagage mon sac de sport avec mes raquettes de tennis et quand même un goût assez prononcé pour la littérature, le théâtre et la musique, mais que je faisais vraiment en dehors de toute idée de professionnalisation. Pardon. J'en profitais donc pour transformer ces lieux en fait un bateau. Il m'a confié un bateau, un vrai bateau, une péniche. Et cette péniche, c'était un peu l'objet qui devait permettre de réaliser un peu son rêve, le rêve de ce maire. À l'époque, je vous rappelle Jean Auroux, les fameuses lois Auroux. Et à cela, il y avait également des locaux qui étaient tout à fait sur l'autre rive, mais très proches de cette péniche. Et donc l'idée, c'était d'imaginer un projet. J'en ai profité très rapidement pour en faire un lieu de jazz contemporain et de résidence pour les amateurs et les professionnels de la chanson et du rock français. J'intégrais à ce moment-là le réseau du Printemps de Bourges de l'époque. Nous étions donc dans les années 80, c'était les années qu'on appelait Mitterrand puis Lang, et c'est vrai qu'on préfère regarder aujourd'hui en mémoire plutôt les années Lang. C'était l'époque où on pouvait se contenter au fond, et c'est ce qui se passait pour moi, de savoir compter sur ses doigts, de tenir un budget au fond d'un équipement comme on tenait un budget familial. Pour moi, assez simple, je vivais seul, donc c'était assez facile. Et on appelait sans souci les artistes, les structures, sans aucun souci hiérarchique. Je pouvais aussi bien demander à Michel Petrucciani de venir jouer que Raymond DeVos ou Didier Bezas. Il n'y avait absolument aucun problème, aucun frein, aucune limite. Il n'y avait pas de hiérarchie à cette époque. Je ne l'idéalise pas, c'est comme ça que je l'ai vraiment vécu. J'obtenais un numéro de téléphone et j'appelais ces artistes. Je programmais en parallèle très rapidement dans le Grand Théâtre municipal de Roanne toute la partie théâtrale. Et comprenant bien que je n'allais pas pouvoir tenir longtemps en sachant simplement compter, en ouvrant le portefeuille ou en regardant simplement la comptabilité sur
les livres comptables, je ne pouvais pas durer dans cette profession qui, au fond, me plaisait beaucoup. J'en ai donc profité pour obtenir une maîtrise de gestion et de management des organisations. Au début des années 90, donc je passe à peu près une petite dizaine d'années à Rouen. J'en profite au passage pour me frotter à la question de l'espace public avec le bicentenaire de la Révolution, donc en 89. Et tout de suite après, on me sollicite pour aller dans une ville de banlieue, là aussi parce que je sais parler aux jeunes, semble-t-il, et on me propose donc de reprendre un théâtre absolument magnifique qui a été réalisé dans les années 80, un théâtre immense, pas aussi immense que celui-ci, 1000 places dans une ville de 16 000 habitants, vous imaginez, où il fallait absolument redonner un tout petit peu de mouvement à ce théâtre qui avait disparu un peu des radars institutionnels, artistiques, mais aussi, plus inquiétant, de la population. Évidemment, ils m'ont tout de suite, c'était l'époque où j'ai entendu beaucoup parler de démocratisation culturelle. Avant, ce n'était pas vraiment la question, mais à ce moment-là, la problématique n'était pas du tout celle, au fond, de la qualité artistique, mais plutôt celle de la démocratisation culturelle. J'en ai profité très rapidement pour intégrer dans l'équipe de direction et de pilotage du projet une compagnie professionnelle pour m'aider à mettre en place cette démocratisation culturelle que je ne connaissais pas vraiment encore à l'époque. Et j'en profitais donc pour développer un certain nombre de programmes d'action culturelle à une assez grande échelle. J'ai profité de cela pour évidemment essayer d'étayer un tout petit peu ma formation en obtenant un certain nombre on va dire, de validations en sociologie urbaine et en philosophie pendant à peu près 5 ans. Puis, je ne sais plus par quel cheminement, là on me dit les jeunes c'est bien, maintenant ce qui serait bien c'est qu'il faudrait aller essayer d'imaginer, participer à transformer un peu les politiques culturelles françaises à l'étranger. Donc je me retrouve pendant à peu près 3 ans à représenter la France à l'étranger lors de missions où je suis très régulièrement contrôlé pour illogisme diplomatique puisque j'ai un passeport portugais. Au début des années 2000, donc je passe à peu près 3 ans, j'arrive à la ferme du Buisson, une situation sociale, financière et de fréquentation très très compliquée. Là, je me retrouve à être obligé de dialoguer à différentes échelles et là je me confronte à une nouvelle question qui est celle effectivement de la décentralisation avec tous les niveaux de l'administration et politique qui nous confrontent à des problématiques au final auxquelles je n'étais absolument pas habitué. La question centrale pour ces élus semblait effectivement à ce moment-là non pas la question vraiment du public, mais au fond la composition de ce public. C'est à ce moment-là, à cette époque-là, au tout début des années 2000, où on commence à établir une distinction, notamment dans tous les discours professionnels et des élus, qui consiste au fond à observer sociologiquement un peu plus la population qui se trouve dans les salles. C'est à ce moment-là, en tout cas, qu'on m'a confronté à cette question. D'ailleurs, ce n'est sûrement pas un hasard, puisque c'était le moment aussi où on commençait à vraiment subir cruellement au travers des élections une désaffection assez claire de toute une partie de la population. On se voyait donc, d'une certaine manière, chargé d'une nouvelle barre qui était celle de participer à une démocratie qui balbutiait par tous ses bords. Alors aujourd'hui, je suis directeur du 104, qui est un établissement artistique et culturel de la ville de Paris. Je conduis, comme je le dis souvent, un projet territorial de développement artistique, culturel, économique et d'innovation. Le nouveau paradigme, qui était celui du tout culturel des années 80, semble avoir basculé sur la question de l'innovation et la question des usages et son corollaire, la question de la participation du public. Ce sont les nouveaux paradigmes auxquels nous sommes souvent confrontés. La modernité voudrait que la thématique sociale, qui ressort le plus, c'est l'écologique, le numérique, et évidemment tous ces process qui vont avec, les process sociétaux qu'on appelle aujourd'hui assez souvent la concertation, la participation. Il semblerait que ces nouveaux paradigmes soient l'occasion de reprendre un peu le souffle et de ne plus avoir simplement des salles pleines, mais d'avoir des salles différentes. Les terribles événements qui viennent de se dérouler il y a depuis plus d'un an et demi nous questionnent évidemment sur cette idée, sur ce modèle. Durant toutes ces années, malgré quelques mouvements ici et là,
ce que l'on peut constater, c'est que nos pratiques professionnelles ont objectivement peu évolué. Bernard Latarjet le rappelait encore tout à l'heure. On est pris en tenaille entre la nécessité d'être reconnu dans notre champ professionnel et souvent identifié pour la qualité de notre programmation, donc la capacité à choisir un artiste. C'est ce qui me semblerait, en tout cas durant un temps, qui garantissait notre pérennité dans ce milieu. Des politiques publiques qui apparaissent de plus en plus velléitaires quand elles ne sont pas simplement communicantes, et une société, au fond, que nous ne retrouvons pas dans nos salles. Cela n'enlève en rien, et je le constate à chaque fois que je vais quelque part encore ici, les engagements et les convictions de chacun, mais le constat est là, nous avons du public, nos salles sont pleines, mais nos salles sont pleines d'un public qui ne ressemble pas à celui plus hétérogène que nous croisons dans la rue. Nous restons au fond accrochés aux seuls espaces et temporalités qui nous ont été légués, voire assignés, que nous avons totalement intégrés comme étant un état de fait et que nous ont, au fond, indiqué, comme si on nous donnait un chemin précis, ceux qui nous administrent. Nous remplissons au mieux ce qu'on nous demande, et c'est peut-être précisément ce qui nous affaiblit et affaiblit la place et la création des artistes. Il semble que devant l'ensemble des questions qui se posent à nous, nous n'avons pas trouvé les ressources et les réponses collectives, encore. Nous chargeons au fond trop directement les artistes de cette question qui est celle de nous raccrocher au sujet de société, en prenant ici et là des programmations thématiques, en choisissant tel ou tel artiste qui a au cœur de sa création cette thématique. Mais au fond, je me demande si ce n'est pas une manière de les mettre en danger et de leur faire porter une responsabilité qui ne peut pas être seule portée par eux. Les artistes sont, à mon sens, ce qu'ils sont de formidables metteurs en forme de nos imaginaires collectifs, à l'exact opposé de la michaélisation de nos sociétés très événementialisées. Nous connaissons toutes les manières de remplir une salle, mais nous ne savons pas comment faire fréquenter nos espaces, nos temps, nos imaginaires par d'autres. Tout est fait pour que la ville n'entre pas dans nos lieux, le contrôle, les enseignes, l'architecture, le mobilier, l'accueil. L'éloquence de nos espaces, les seuils, trop souvent encore, nous ont enfermés et coupés d'une partie de la population. Mettons au défi les politiques de nous permettre de déborder de nos périmètres, symboliques et concrets, en participant aux transformations urbaines, en incluant nos lieux non pas comme des salles qui accueillent du public et une forme, mais des espaces de réalisation de la ville. Trouvons les moyens de faire entrer les contradictions de la ville dans un territoire plus vaste que nos salles et que ce que nous proposent déjà de manière magnifique nos artistes. Prolongeons nos villes jusque dans nos lieux. Créons des terrains libres, ouverts aux pratiques culturelles et artistiques de chacun. Abritons ceux qui cherchent un toit pour exprimer leur imagination et ceux qui veulent regarder leur ville, leur quartier à leur manière. Non pas simplement avec nos dispositifs et sans démagogie. Je rappelle une phrase qui est une phrase très importante pour moi. Nous nous évertuons dans le mode de travail que nous avons au 104 à essayer de transformer des choses que certains disent très bien, notamment des philosophes et des sociologues, et nous essayons de voir comment ces phrases peuvent s'appliquer à un travail au quotidien. Et nous avons une phrase qui est très importante pour nous, qui est celle de Pierre Rosanvallon, qui dit « Si tout n'est pas égal, tout est recevable ». Comment se traduit cette phrase qui porte en son sein toute l'ambition démocratique? Comment peut-on le traduire dans nos pratiques? Il nous faut prendre en charge pour cela les espaces, les temps, les actions, les discours qui ne relèvent pas des artistes, mais qui peuvent favoriser la relation entre la population et les artistes. Nous devons prendre en compte toutes ces temporalités qui n'existent pas comme actes culturels, mais qui peuvent le devenir. Nous devons sortir de nos périmètres de confort et de sécurité. Nous devons relier pour comprendre et non séparer. L'expertise dans laquelle on nous a conduits pour pouvoir identifier nos lieux, au fond, nous ont enfermés dans une incapacité à pouvoir vraiment saisir toutes les tendances de la société. Nous avons la capacité, la plupart du temps, la formation à pouvoir saisir la complexité, et nous ne le faisons pas parce qu'en retour, nous voulons donner l'image d'un expert spécialisé dans un domaine. Nous devons nous affranchir de cela. Nous devons être capables d'analyser parce qu'on relie et non pas parce qu'on sépare. Sortir peut-être d'une pensée qui est celle qui est très fondatrice, évidemment, de notre esprit français, et même si j'ai un passeport portugais, je suis de culture française, et qui a tendance souvent à vouloir spécialiser, hyper spécialiser. Nous devons complexifier notre offre, non plus pluridisciplinaire artistique, mais multidomaine. Ouvrons nos espaces non occupés à de nouvelles destinations et destins, nos temporalités à d'autres imaginaires. Laissons la ville
et sa complexité entrer plus largement dans nos espaces. Colonisons ces espaces extérieurs qui servent souvent de seule transition ou de flux pour les confier aux artistes. Donnons un sens, des sens autres que seulement ceux directionnels des circulations et des flux déjà établis, et confions-les à d'autres pratiques dans cet espace public qui, au fond, n'est qu'un lieu de transition. Notre mesure territoriale doit être multiscalaire, du local au virtuel. Conservons nos ambitions artistiques et culturelles pour les amplifier par une approche esthétique qui combine de nouvelles modalités, de nouveaux agencements et qui ouvre nos espaces autant que nos imaginaires pour un plus grand nombre. Offrons du service au public pour l'assurer de notre désir de les accueillir. Soyons démonstratifs du désir qu'on a de les accueillir et pas simplement de leur demander de s'asseoir dans une salle. Apprenons à suggérer aussi bien que nous savons conduire nos actions. Sortons de l'assignation à résidence des artistes et par voie de conséquence des publics. Créons de l'urbanisme dans nos projets. C'est la part politique de notre projet. Créons de l'urbanisme dans nos projets. Un lieu, c'est un état. C'est le projet qui fait lieu dans la multiplication et diversité des rencontres. Et c'est quand, évidemment, le projet existe dans un espace qu'alors, cet espace peut vraiment être un lien dans un espace qu'il soit public, fermé ou ouvert. C'est le projet qui fait lieu et le lieu qui fait lien. Et créer une esthétique de la relation débarrassée des seules évaluations qui sont souvent désuètes. À l'heure des grandes mutations, l'urbanisme de nos projets est une question démocratique dont nous devons nous saisir au risque d'être les promoteurs inconscients de la marginalisation de la création, de toutes les créations, de celle des artistes et de ceux qui innovent pour tous les publics. Merci. José Manuel Gonçalves, merci beaucoup. Avec vous aussi, on aurait aimé poursuivre, mais vous restez ici pendant quelques heures, donc on va pouvoir vous trouver dans les couloirs et dans les bis pour poursuivre cet échange avec vous. Et merci de nous avoir rappelé l'importance de cette création et que le lieu doit se concevoir autrement que comme un espace fermé. Et cette question des publics sur laquelle vous êtes revenu également, le fait d'avoir dans nos salles le public qui ressemble au public qui vit. Merci mille fois. Merci à vous. Merci.